remercier vraiment chaleureusement les spécialistes, les africanistes qui se sont mobilisés pour vous aujourd'hui, un samedi après-midi. Je remue le couteau dans la plaie. Et je les remercie parce que je sais que leurs interventions seront précieuses pour vous et vous permettront de sédimenter, de cristalliser sur vos connaissances sur le programme, de sédimenter, d'y voir plus clair, d'avoir des exemples précis. Donc merci. Et d'ailleurs, je veux bien que vous les applaudissiez. Une nouvelle un peu moins heureuse, c'est que Karine Raimondi, qui devait intervenir à la fin, a un gros souci, un gros empêchement familial. On reprogrammera son intervention sur Zoom un soir, dans le cadre de l'opération Coup de pouce, mais voilà, on pense bien à elle aujourd'hui. On l'aime beaucoup et elle nous manque. Voilà. Alors, on va commencer cet après-midi d'intervention avec Isabelle Surin, qui est professeure à l'Université de Lille, grande spécialiste du Sénégal en France, que vous avez peut-être lu, au moins pour les Atlantes, qu'elle a dirigé à 2 reprises. C'est un gros travail, les Atlantes. Guillaume en sait aussi quelque chose. Voilà, on sacrifie en été et même parfois plus pour les concours. Donc, j'imagine que vous les avez déjà acquis, sinon on vous les recommande, évidemment. Parmi les autres publications, il y a aussi Dévoiler l'Afrique, lieu et pratique de l'exploration, et qui est paru aux éditions de la Sorbonne en 2018. Et puis je pense qu'il y a aussi un livre que vous avez tous, c'est l'Atlas qui a été coécrit avec François-Xavier Fauvel, l'Atlas historique de l'Afrique, qui était paru en 2019, c'est ça, chez Autrement. Donc Isabelle a... Une deuxième édition qui vient de sortir. Ah, 2e édition, super. Il y a des modifications par rapport à la première? Il y a des mises à jour sur certains, sur les guerres d'Afrique centrale, voilà, avec des dates. On va passer chez Autrement et on va souligner. Il n'y a pas énormément de changements, il y a quelques coquilles corrigées et une nouvelle couverture très belle. Oui, j'ai vu. C'est plus Ousmane Sow. Non. Ousmane Sow, mais elle est belle, elle est aussi belle en fait. Voilà, et donc Isabelle a accepté de nous parler de la conférence de Berlin, un partage de l'Afrique, et je la remercie bien chaleureusement. Merci Joël, merci à vous d'être venu. Eh bien, je vais commencer par un commentaire à la fois de mon titre. J'ai bien mis un point d'interrogation sur la question de savoir si la conférence de Berlin est ou non un partage de l'Afrique, et un commentaire également de la manière dont le programme a été libellé, constitué. Vous voyez que la conférence de Berlin est la borne chronologique de départ de ce programme, ce qui effectivement pose question, pour plusieurs raisons, puisque par ailleurs vous avez à traiter l'Empire français d'Afrique, mais uniquement l'Empire français. Or, la conférence de Berlin n'est pas un événement purement français, qui concerne uniquement l'Empire français. Donc ça vous oblige déjà à élargir à des questions de rivalité impériale internationale, enfin entre empires, mais aussi à questionner finalement le sens de cette borne chronologique. Donc je commencerai par là, en vous proposant de contextualiser plus largement cette conférence de Berlin autour d'un partage de l'Afrique qui dure quand même plus longtemps que les quelques mois de la conférence de Berlin. Je reviendrai sur la conférence de Berlin proprement dite, l'acte de Berlin et ce qu'il y a vraiment dedans. Et je vais tout de suite dévoiler, il n'y aura pas de suspense, mais non, la conférence de Berlin n'a pas partagé l'Afrique. Et puis j'aurai une dernière partie un peu plus longue sur les frontières, ce qu'on peut appeler l'orogénèse africaine, pour reprendre les termes de Michel Fouché et des géographes, c'est-à-dire la construction des frontières appliquées à l'Afrique. Alors, une image pour commencer qui permet de comparer 2 cartes. Classiquement, on vous met 1885 parce que c'est justement la date de la conférence de Berlin, de l'acte final de Berlin. Et puis 1917, mais on pourrait mettre un peu plus tard.
ce qu'on voit, c'est que avant la conférence de Berlin, ou disons dans les années 1880, les Européens sont très peu présents, à part sur les côtes, dans le continent africain. Les formes patatoïdes que vous avez un petit peu partout, ce ne sont pas des emprises coloniales, ce sont des États souverains africains qui sont absolument indépendants la majeure partie du 19e siècle. Et encore, on vous a mis ici que les plus connus. Alors, on voit que les côtes sont investies avec quelques lacunes de ci, de là, que des emprises plus importantes existent, notamment l'Afrique portugaise à partir de l'Angola, le Congo, mais encore, et le Maghreb et l'Afrique du Sud, bien entendu. Je reviendrai sur cette partie centrale du Congo ultérieurement. Mais attention aux cartes des empires qui vous représentent comme des aplats continus et homogènes des territoires qui, en réalité, ne sont pas complètement appropriés. Voilà. Donc il y a vraiment à se méfier des cartes et à savoir commenter les cartes aussi devant des élèves. De même, la carte finalement de 1917 ne veut pas dire grand-chose non plus. Vous avez de ci, de là, des gens qui, à cette date, n'ont pas encore tellement vu d'administrateurs coloniaux européens dans le fin fond de l'Afrique. Ce qu'on peut retenir en tout cas pour commenter le passage d'une carte à l'autre, c'est que l'on change en tout cas de modalité d'emprise impériale. L'impérialisme de la majeure partie du 19e siècle jusqu'aux années 1870-80, en Afrique en tout cas, est plutôt informel, c'est-à-dire qu'il s'agit d'enclaves, de comptoirs, de présence généralement négociée avec les souverains autochtones, qui ensuite vont être des points de départ pour des pénétrations plus dans l'intérieur des terres. Mais donc toute cette première partie du 19e siècle, enfin ces 3 premiers quarts du 19e siècle, donc avant le début de votre programme, il n'y a pas nécessairement une volonté d'appropriation systématique des territoires. On peut même dire que c'est l'inverse, hein, c'est considéré comme une perte un poids budgétaire trop important, le déploiement nécessaire d'hommes militaires ou administrateurs n'est pas souhaité, donc on ne souhaite pas forcément administrer non plus les populations. Mais quelque chose se passe clairement hein, dans les années 1880, ou à partir du milieu des années 1880. Il s'agit d'une accélération effectivement de la pénétration vers l'intérieur qu'il va falloir expliquer et comprendre. Alors, une image centrée sur la Sénégambie ici, qui vous indique avec des zones en aplat violet, les territoires dits annexés. En mauve plus clair, les territoires protégés ou alliés, et puis des territoires qui ont changé de statut en hachure, là, qui ont été d'abord, pardon, c'est trop sensible, c'est les touches, qui ont été d'abord, désolée, je ne sais pas ce qui se passe, c'est quand je... Voilà. Qui ont été accaparés puis restitués. On voit en tout cas que le statut des territoires commence dès le début à être varié en fait, hein, et que être incorporé à l'Empire, ça peut se faire par alliance ou protectorat, hein, même en dehors du Maroc et de la Tunisie, hein, donc dans les premières décennies en Sénégambie même. On voit aussi les comptoirs, donc ici les carrés un petit peu partout. Et c'est cette présence discontinue hein, qui n'a qu'un temps et qui va laisser place ensuite à des appropriations territoriales. On parle donc d'un processus de territorialisation des empires en général, de l'Empire français aussi. Il n'échappe évidemment pas à cette règle. Alors, je disais pour commencer que le partage de l'Afrique, étudier le partage de l'Afrique allait vous amener
à élargir la focale au-delà du seul empire français. C'est un phénomène donc, qui a reçu des noms différents sur lesquels on peut s'attarder pour commenter la terminologie elle-même. Course aux colonies, scramble, mêlée, steeplechase ou course au clocher. Peut-être ces termes vous sont familiers, mais souvent on oublie de les analyser plus précisément. Scramble de l'anglais, donc c'est le mélange, hein, comme scrambled eggs, c'est les œufs brouillés. La mêlée fait appel à une terminologie synégétique, hein, c'est le moment de la chasse à courre où on a fatigué le gibier et on jette les chiens sur le pauvre cerf bien fatigué. Bon, les notions de steeplechase, souvent traduites par course au clocher, renvoient à cette course d'obstacles. Alors pas forcément telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais le jeu qui se jouait dans les campagnes anglaises, où chacun venait avec son cheval, s'alignait sur une ligne de départ, et puis on fixait un point à l'horizon, et ce point à l'horizon était le but à atteindre par n'importe quelle voie, et le premier arrivé avait gagné. On voit donc cette espèce de concurrence qui se met en place. Course au clocher, à ne pas souvent souvent il y a des erreurs d'interprétation. On croit que parce qu'on a parlé de clocher, on évoque les missionnaires. C'est pas du tout ça, hein. C'est le point au loin dans le paysage que l'on désigne comme but à atteindre, et tout le monde va chercher à arriver avant les autres. Donc là, il y a l'idée de rivalité mimétique, qui est un enjeu important qui sous-tend cette course impériale et qui explique aussi l'accélération du processus. Alors, c'est pas dans le paysage qu'on va désigner des clochers ou des points à atteindre, mais plutôt sur des cartes, hein, puisque l'exploration n'a pas encore très largement produit des cartes précises. Alors, ça va provoquer aussi des idées. Je vais passer à la carte suivante, sinon je ne vais pas être suffisamment claire. Des ambitions d'opérer des jonctions entre des possessions existantes. Alors ici, avant de vouloir se rejoindre au lac Tchad, les Français avaient imaginé donc déjà une jonction autour de Tombouctou, donc au sud de l'Algérie, à l'est du Sénégal, et en remontant ici. Puis ils élargissent la focale, mais on voit bien que voilà, le lac Tchad devient un enjeu, non pas parce qu'il est spécialement intéressant en soi, économiquement, ou qu'on imagine des ressources très importantes à en tirer, non. C'est bien ce jeu de la course au clocher, être là avant les autres pour éviter qu'ils prennent ce territoire. Donc, la notion de rivalité mimétique me semble assez parlante, hein. Elle est empruntée à René Girard, vous connaissez ce concept, hein. Je désire non pas ce que l'objet qui est vraiment est l'objet de mon désir, mais ce que désire mon rival devient l'objet de mon désir parce que c'est l'objet que désire mon rival et je veux lui damer le pion, donc j'y vais avant lui. Alors, juste une citation aussi d'un ministre britannique lorsque les Français entreprenaient ce type d'opération de jonction. Laissons les Français gratter, le coq français gratter le sol du Sahara. Nous, pendant ce temps-là, on récupère des espaces beaucoup plus intéressants. Donc, voilà, ce n'est pas la réalité des attentes économiques que l'on pouvait avoir autour d'un territoire qui fait sa valeur, mais voilà, l'idée d'occuper le plus de territoire possible et si possible, en tout cas pour les Français c'est très clair, par jonction, donc en créant un territoire continu. Un des effets de ce type de processus, c'est aussi ce que vous voyez ici sur toute la côte du golfe du Bénin. Ces lignes de pénétration qui partent de petits territoires occupés sur les côtes et qui remontent vers l'intérieur, donc en couloir, en bleu les Français, en rouge les Anglais, en vert les Allemands. Là on est donc Guinée, Togo,
Côte d'Ivoire, Gold Coast, et puis Togo, Bénin ou Dahomey, si vous voulez, Nigeria, et puis à partir du Cameroun, là, ce qui conduit ensuite à la configuration particulière des États postcoloniaux qui souvent sont en couloir dans ces régions-là. Autre jonction possible, on voit bien là les Portugais cherchant aussi à rejoindre Angola et Mozambique, les Anglais du Cap au Caire, et puis les Allemands avec leur notion de Little Africa qui espèrent aussi faire une jonction. Ce qu'on observe tout de suite, c'est que ces lignes de jonction sont séquentes et qu'elles ne sont pas toutes concomitamment réalisables, que certains vont devoir donc céder ou perdre la course aux colonies. Donc voilà, c'est vraiment cette précipitation qui a été sensible dans les éditoriaux de l'époque ou les visions des spécialistes qui disent voilà, c'est quand même extrêmement rapide cette appropriation des territoires africains, et ça s'explique largement par cette configuration internationale. Alors, je ne vais pas forcément avoir le temps de détailler, mais cette appropriation territoriale peut se faire par la conquête militaire, mais aussi par des voies de négociation, et on va voir se multiplier les traités signés avec des chefs. Je ne vais pas développer ce point, mais je pourrais y revenir si vous voulez. C'est un élément de la course aux colonies, c'est aussi de rassembler les pièces du puzzle en constituant des appropriations par traité avec les souverains locaux. Le résultat, donc, c'est ce type de carte qui permet aussi de décliner la chronologie des appropriations avec des teintes plus ou moins sombres suivant la période. Là encore, se méfier de ces cartes par aplat qui ne reflètent pas réellement des appropriations complètement organisées. Je passe à la conférence de Berlin proprement dite, dont le rôle doit être revisité. Alors, les images parues dans la presse à l'époque ont tendu d'emblée à présenter cette conférence comme un moment de partage. On voit ici Bismarck dans une caricature parue dans l'Illustration 1885, avec le sous-titre « À chacun de sa part, si l'on est bien sage, partager le gâteau Afrique ». Bon, c'est une image qui est souvent réutilisée pour asseoir cette idée d'un partage. On voit aussi dans d'autres images de la presse de l'époque des gravures de graveurs, de dessinateurs allemands qui ont systématiquement représenté la table des négociations d'une part et une grande carte murale de l'Afrique derrière, qui devait asseoir finalement les revendications et les négociations. Alors, qu'en est-il exactement? J'ai dit que j'allais revenir sur la partie, dans la toute première carte que j'ai montrée, où l'on voyait ici des lignes géométriques qui correspondent à l'aplat jaune ici. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'État libre du Congo. Et c'est réellement le seul territoire qui a fait l'objet d'une délimitation dans le cadre de l'acte de Berlin. C'est vraiment le seul. Donc si la conférence de Berlin n'a pas partagé l'Afrique, elle a quand même délimité un territoire, mais un seul, c'est celui-là. Pourquoi celui-là? Parce que Léopold II, dont vous le savez sans doute, n'ayant pas pu obtenir les crédits de l'État belge, a décidé de se créer une colonie par ses propres moyens, et il lui a donné le statut d'abord d'association internationale du Congo, puis d'État libre du Congo, présenté comme un territoire ouvert à tous, et non pas approprié par une nation européenne en particulier. Et ce statut international a rassuré en quelque sorte ses interlocuteurs, les diplomates présents à la conférence de Berlin représentant les autres États européens, parce que ça laissait la porte ouverte à tout le monde. Donc c'était vraiment une logique de la porte ouverte. Ce qui fait qu'il a obtenu, dans le cadre, pendant la conférence de Berlin,
que soit reconnue comme État son association internationale du Congo. Donc, elle obtient le statut d'État, mais d'État dit libre. Alors libre, pas au sens évidemment où les populations seraient restées souveraines, mais libre de toute appropriation européenne nationale, si vous voulez, et donc ouvert. Et puis plus largement, vous voyez une ligne rouge ici, plus large et plus indentée, qui représente ce qu'on appelait le bassin conventionnel du Congo, c'est-à-dire ce qu'on était capable de décrire d'après les cartes de l'époque, comme le Congo et ses affluents, qui devaient faire l'objet, dans la conférence de Berlin, de décisions concernant la liberté de navigation sur le Congo, donc un statut particulier qui est similaire au statut qu'avait le Danube après la conférence de Vienne de 1815, par exemple. Alors, qui sont les puissances représentées à la conférence de Berlin? Là aussi, il y a, je vous reproduis là les intitulés tels qu'ils sont dans l'acte final de Berlin. 14 pays. Ce sont les puissances qui constituent à cette époque ce qu'on appelle le concert des nations européens. Donc certains ne sont pas du tout concernés véritablement par des appropriations en Afrique, mais ils sont là quand même parce qu'ils font partie de ce concert des nations. Plus l'empereur ottoman, qui est intéressé à la question africaine, puisqu'il dispose encore à cette date des provinces de Cyrénaïque et de Tripolitaine, ce qui deviendra la Libye. L'Italie ne conquiert la Libye qu'en 1912, donc c'est encore une province ottomane à ce moment-là. Et puis les États-Unis ont un représentant parce qu'ils sont protecteurs en particulier du Libéria, constitué par une association philanthropique abolitionniste ayant pour objectif le rapatriement, entre guillemets, sur le continent africain d'esclaves libérés. Si l'on regarde un petit peu dans le détail ce que l'on trouve dans cet acte de Berlin, et les préambules sont toujours un point intéressant à étudier parce qu'on y trouve les intentions des négociateurs. Il s'agit, le texte du préambule est encore inscrit dans la période de l'Empire informel en réalité. Il s'agit de conditions favorables au développement du commerce, même si on ajoute la civilisation. On parle de libre navigation sur les principaux fleuves africains. Ça va toucher le Congo, je l'ai déjà dit, mais aussi le Niger. Et puis, il s'agit d'éviter les conflits éventuels entre les compétiteurs. Il y avait déjà eu des petits accrochages par erreur entre des troupes commandées par les Britanniques ou par les Français en Afrique de l'Ouest. Bon, il s'agissait de ne pas se faire la guerre entre Européens pour des portions d'Afrique. Alors, la liste qui suit, numérotée en 6 points des dispositions, nous indique là aussi quel est le contenu, sur quel point il a été négocié et obtenu des décisions communes. La liberté du commerce, donc, dans le bassin du Congo. Je passe au point 5, un acte de navigation donc, du Niger, 4 le Congo, 5 le Niger, donc sur le même plan sont mis le fleuve Congo et le fleuve Niger, qui donc doivent être ouverts à la navigation de tous. Et puis un point, disons, qu'on pourrait appeler philanthropique, concernant la traite interne à l'Afrique et des mesures à prendre pour son abolition. Et puis, nous intéressera plus particulièrement ici le point 6, une déclaration introduisant dans les rapports internationaux des règles uniformes relatives aux occupations qui pourront avoir lieu à l'avenir sur les côtes du continent africain. Alors, paradoxe, on ne parle que des côtes. Donc déjà, ça devrait nous mettre la puce à l'oreille. Alors pourquoi ne parler que des côtes alors qu'elles sont déjà presque entièrement appropriées?
Des négociations sur des zones d'influence ou des interlandes peuvent avoir lieu en marge de la conférence entre les diplomates présents, puisqu'ils sont là plusieurs mois. Mais ça n'est pas dans l'acte de Berlin. L'Angleterre en particulier avait mis un veto à la notion d'interland pour éviter justement que des situations de fait comme des occupations côtières un peu étendues comme celle du Portugal en Angola puissent donner lieu à des revendications trop vastes qui déduiraient de l'occupation côtière une zone d'influence automatique dans l'interland. Et ce qui est adopté, c'est dans ce point 6, ces articles 34 et 35 qui fixent vraiment les règles du jeu et qui décrètent d'une part, article 34, que désormais de futures appropriations territoriales sur les côtes, toujours sur les côtes, en dehors des possessions actuelles, devront faire l'objet d'une notification. Notification aux autres signataires. Pourquoi ? Pour éviter à l'avenir tout conflit et permettre des recours. Alors, qu'est-ce que ça va être que cette notification ? Ça va être pas seulement de dire, voilà, je me suis approprié telle partie, mais fournir en regard le traité signé avec les chefs locaux qui attestent que voilà, il y a en droit international quelque chose comme un protectorat, même si c'est un peu dévoyé, c'est cette idée de protectorat colonial. On pourra y revenir si vous voulez. On a ainsi une trace écrite, ce traité qui accompagne la revendication. Ça permet aux autres puissances de dire éventuellement « Ah ben, moi j'avais déjà aussi signé avec le même territoire, avec le grand-père de ce chef-là, et de vérifier quel est le vrai chef, qui est le premier, est-ce que c'est le vrai chef et pas un chef autoproclamé qui a signé, bon, et de régler les conflits par des médiations internationales. L'article 35 nous intéresse encore plus parce qu'il décrète la nécessité, pour revendiquer une nouvelle occupation, d'y déployer une autorité suffisante pour faire respecter les droits acquis et éventuellement la liberté du commerce, comme dans les cas du Niger ou du Congo. C'est ça, en fait, qui va relancer la course aux colonies proprement dite, parce que désormais, il suffit plus de planter un drapeau puis de s'en aller, ou d'avoir simplement signé un protectorat, ou de revendiquer sur les cartes, de dire voilà, ça c'est dans le prolongement de mon territoire, c'est ma zone d'influence, mais il faut y déployer cette autorité suffisante, autrement dit, des militaires. Et puis, à terme, une autorité civile. On passe donc dans le régime des occupations dites effectives, et c'est le sens du titre même de ce chapitre 6. Donc, même s'il n'y a pas partage, formellement, sur la carte, on ne partage pas le gâteau Afrique, mais on se donne les règles pour, à l'avenir, se le partager, des règles qui sont plus contraignantes que celles qui prévalaient auparavant pour les États européens. Bon, je passe sur cette carte dont on a déjà parlé un petit peu pour occuper le temps qui me reste sur les frontières proprement dites, puisque, bon, alors j'avais mis que c'était en lien avec le programme de géographie, parce que c'était pour l'agrégation externe des années précédentes, mais pour vous, il y a quand même dans la lettre de cadrage de l'agrégation d'histoire aussi la question des frontières comme un élément qui doit être travaillé, qui peut être travaillé en relation avec les programmes scolaires. Donc, là, j'introduis le débat général sur les frontières. Qu'est-ce que c'est que ces frontières de l'Afrique? Elles ont la réputation d'être des mauvaises frontières, des frontières contestables. Elles sont, on l'a vu, le produit d'un partage interimpérial, donc entre puissances européennes. Elles ont pour caractéristique de résulter d'un processus relativement rapide, puisque si l'on regarde les frontières telles qu'elles existent aujourd'hui,
La moitié d'entre elles ont été établies entre 1885, donc Berlin, et 1900. Si on étend à 1909, c'est jusqu'à 70%. Donc c'est pas les quelques mois de la conférence de Berlin qui ont produit ces frontières. C'est plutôt 15-20 années ou plus, mais c'est quand même rapide à l'échelle de tout un continent. Elles sont aussi beaucoup discutées comme étant la cause de tous les maux des États africains actuels et évidemment comme un héritage colonial. Alors, on les considère comme à la fois exogènes, artificiels et arbitraires. On va revenir un petit peu sur ces 3 points. Il n'empêche qu'aux indépendances, l'organisation de l'Union africaine a décidé de les maintenir comme étant les frontières des États nouveaux pour éviter de tout remettre en question et d'entrer dans des conflits sans fin. Alors, je vais explorer un petit peu dans l'ordre ces 3 termes, exogène, artificiel et arbitraire, avant de développer quelques exemples. Exogène, assurément elles le sont, et je m'appuie sur les chiffres donnés dans un tout petit ouvrage aux éditions du CNRS, ces petits ouvrages qui sont la taille d'un petit que sais-je, Frontières d'Afrique pour en finir avec un mythe, publié en 2014 par Michel Fouché. Les traceurs de frontières sont pour 50% effectivement des pays, 50% des frontières actuelles sont des frontières interimpériales, donc provenant de ces négociations entre plusieurs États européens, mais près de 25% sont des frontières intra-impériales, donc entre colonies d'un même empire. Un petit pourcentage résulte de contacts avec d'anciennes frontières ottomanes, et seul un peu plus de 12%. J'avoue que je ne sais pas comment Michel Fouché a calculé ces chiffres-là pour arriver à un chiffre aussi précis. Bon, il travaille par dyade et il mesure les dyades entre deux États. Et puis, entre États africains et pays européens, et seulement 6,7% entre 2 anciens États africains souverains ou par scission d'États après les indépendances. Alors, donc, exogènes, oui, elles le sont dans leur tracé, dans leur orogenèse, mais certains vont plus loin en disant en plus, la frontière n'était pas quelque chose de connu en Afrique précoloniale. Ça, c'est plus discutable. Je vous renvoie au livre de Camille Lefebvre que j'ai mis dans la bibliographie à la fin, pour les frontières entre Niger et Nigeria, par exemple, mais aussi toutes sortes de travaux des africanistes qui disent que si, il existe bien des formes de souveraineté territorialisées dans les États d'Afrique précoloniale. Alors, peut-être qu'une des différences qu'on peut noter, c'est que les frontières, ils figurent plutôt comme des zones frontières, des marches, que comme des frontières linéaires. Mais il n'empêche que, bien souvent, les points d'entrée sur le territoire, c'est des points très précis où les États installaient des représentants qui venaient prélever des droits de douane à l'entrée, et qu'on savait très bien où s'arrêtait un État, un empire, lorsqu'il était constitué. Alors, artificiel, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? D'une certaine manière, ce qu'on appelle frontières artificielles, qu'est-ce que c'est ? Les frontières, alors je pars du bas là, dans l'Europe d'avant 1991, parce que ça renvoie à un autre livre de Michel Fouché qui était paru avant les remaniements territoriaux dans l'Europe de l'Est. Il nous dit que il y avait 25% de frontières d'Europe qui étaient constituées de marqueurs hydrographiques, lacs, fleuves, 21% orographiques, des lignes géométriques seulement 5%, et 50% de lignes à valeur historique ou socio-linguistique. On voit bien que ce n'est pas le cas pour l'Afrique, où l'hydrographique est à peu près similaire.
où on a beaucoup plus de lignes géométriques. Ligne droite, arc de cercle, méridien parallèle ou ligne entre deux points déterminés, et que les frontières dites historiques ou limites d'aires socio-linguistiques, d'après Michel Fouché toujours, se limitent à 11%. Alors, d'après ce qu'on voit, évidemment, il y a une grosse différence dans les modalités de cette eurogénèse. En revanche, on ne peut pas dire que les frontières sont toutes absolument artificielles, au sens où ce qui ne serait pas artificiel, c'est l'humain et l'historique. Mais bon, elles reposent à peu près autant qu'en Europe sur les cours d'eau, mais beaucoup moins qu'en Europe sur ces démarcations entre sociétés, si vous voulez. Est-ce qu'elles sont de ce fait arbitraires ? Pensons quand même que toute frontière relève d'une convention, donc toutes les frontières d'une certaine manière sont arbitraires ou artificielles. Je ne vais pas développer énormément ici parce que j'ai peur de ne pas avoir le temps de parler de mes exemples précis, mais on les juge souvent par leurs conséquences. L'argument qui revient en permanence, c'est voilà, ces frontières ont partagé, démembré des groupes ethniques préexistants. C'est vrai, ça arrive. Les Yoruba entre Nigeria et Bénin, le peuple Ewe entre Togo et Ghana. Mais en réalité, ce qui pose plus souvent problème, c'est le phénomène inverse, c'est-à-dire d'avoir rassemblé dans un seul État et d'essayer d'en faire un État-nation, des groupes, des sociétés, des groupes ethniques, si vous voulez, pour dire vite, qui autrefois appartenaient à des États différents, ou le fait de les placer tous ensemble dans un même État a pu susciter des tentations séparatistes, comme au Biafra, en Érythrée, au Soudan du Sud, etc., qui aboutissent ou n'aboutissent pas, mais en tout cas peuvent générer des conflits. Donc se souvenir que c'est plutôt ce problème de rassemblement dans un même État que de séparation d'ethnie entre plusieurs États qui pose problème. Pourquoi ? Parce que dans l'Afrique précoloniale, il y avait aussi énormément d'ethnies qui étaient partagées entre des États différents et ça ne posait pas problème. Et la plupart des États étaient multi-ethniques. Bon. Voilà, je prends l'expression de Englebert, Tarango et Carter qui parlent de suffocation, pour désigner cette obligation finalement d'être rassemblés dans un même État sans l'avoir choisi. Et puis, je vais revenir maintenant sur comment de la construction de ces lignes frontalières, de ces frontières linéaires, pour dire d'abord que c'est un processus long qui passe par 3 étapes. Allocation, c'est-à-dire attribution d'une zone d'influence à une puissance impériale qui peut donner lieu à des traités interimpériaux, donc des limites sur le papier, sur des cartes représentant des territoires qui souvent n'ont pas été à cette date réellement explorés. Puis le passage à la délimitation, c'est-à-dire l'envoi de commissions mixtes de délimitation sur le terrain qui vont apporter des conclusions et finalement souvent modifier, au moins dans le détail, la frontière de papier. Et enfin, démarcation, mise en place de bornes physiques qui matérialisent la frontière. Cette dernière étape a été plus rarement effectuée. Elle a été plus souvent effectuée dans les cas de frontières interimpériales que intra-impériales. Et en fait, on s'aperçoit que les problèmes frontaliers entre États-nations post-coloniaux, post-impériaux, émergent lorsque la démarcation n'est pas là, ou que les bornes ont été oubliées ou enfouies sous la végétation, pas disponibles directement. Donc, une thématique que l'on voit aussi souvent apparaître, c'est s'agit-il de frontières de papier, frontières de chancellerie? Oui et non. En réalité, ceux qui participaient à la première étape, donc l'allocation, et qui passaient des traités désignant les territoires qui allaient appartenir à l'avenir à tel ou tel empire, étaient tout à fait conscients qu'en fait on ne savait pas bien où passait tel fleuve, donc ces frontières
des premiers traités, elles étaient largement hypothétiques. Un exemple ici, c'est dans un traité, alors c'est pour le Cameroun et le Tchad. Dans le cas où la rivière Ngongo ne couperait pas le deuxième parallèle, la frontière suivrait le Ngoko, etc. Bon. Donc, dans le cas où le Tchari se diviserait en plusieurs bras, la frontière suivrait la principale branche navigable. Ça veut dire qu'on n'en sait rien à la date où on construit cette convention de délimitation entre ce qui va être l'AEF et le Cameroun allemand. Eh bien, on n'en sait rien. Donc, il faut aller voir sur place. D'autre part, notons que la plupart des frontières, enfin des dyades frontalières, si vous voulez, sont composites. C'est-à-dire que vous n'avez jamais une frontière qui est entièrement un méridien ou un parallèle ou qui suit un cours d'eau, etc. Donc, elles se réfèrent à plusieurs de ces supports successivement. On décrit donc, c'est assez lassant quelquefois à lire ces traités qui vont vous décrire par le menu le tracé d'une frontière. Voilà, ça part d'un point sur la rive gauche du Niger jusqu'à sa rencontre avec la circonférence du cercle décrit du centre de la ville de Sokoto avec un rayon de 100 000. Alors là, on est dans une frontière politique, hein, autour de l'empire de Sokoto, autour de la capitale Sokoto, il faut laisser à peu près 100 000. Alors c'est à la fois artificiel et politique puisque c'est un arc de cercle. Évidemment, vous ne connaissez aucun État qui a pour frontière politique un arc de cercle. Donc on simplifie. Et puis ensuite une ligne droite, donc un élément géométrique. Ensuite, on va s'occuper de repérer ce qui se passe, notamment, alors je passe ici, on va suivre quand même les établissements humains sur place. Si la frontière devait traverser un village avec ses terrains, en fait, non, on va faire un détour pour rattacher le village à l'un ou à l'autre côté, mais on ne va évidemment pas passer au milieu du village. Il y a aussi le fait de tenir compte des routes commerciales pour ne pas les couper. Donc voilà, on tient compte des divisions politiques actuelles des territoires. Et ça, c'est une convention dont j'ai mis la référence ici, hein, entre la France et la Grande-Bretagne. C'est une convention qui procède par échange de territoires. Elle concerne à la fois Terre-Neuve et les droits de pêche et en même temps l'Afrique occidentale et centrale. Donc vous voyez que c'est vraiment très international. C'est une première approximation de la frontière. Il faut ensuite aller sur le terrain pour y voir de plus près. Et on va demander aux villageois, finalement, vous, est-ce que vous avez payé tribut auparavant à l'empire de Sokoto ou à Maradi ou à Zinder, et on va les placer en fonction de leur réponse d'un côté ou de l'autre. Donc la frontière à la fin pourrait être plus indentée qu'elle ne l'est en tant que frontière de papier, frontière de chancellerie. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on va sur place? Mais il se passe à peu près ceci. Bon, c'est un peu une image tirée du petit journal en 1913. Déjà, on voit qu'on est assez loin chronologiquement de la conférence de Berlin. On est encore les pieds dans la boue à aller en conférence, en commission mixte, hein, un Français, un Allemand qui arpentaient ensemble les marécages. Bon, et se frayer un chemin au coupe-coupe. Donc ces frontières, elles restent à créer, et à créer sur le terrain. Alors, j'ai épuisé mon temps, mais si je peux prendre 5 minutes, je voulais quand même vous donner des exemples plus précis sur lesquels j'ai travaillé. La frontière entre Guinée portugaise et ce qu'on appelait alors possession française voisine, puisque la Guinée portugaise était conçue comme une enclave au milieu de territoires qui allaient devenir français, mais qui n'étaient pas encore. On part d'une convention signée en 1886, donc on voit qu'on est juste après la conférence de Berlin. Donc effectivement, la conférence a incité à multiplier ces conventions, et on en a beaucoup. Mais ensuite, il faut pas moins de 6 missions sur le terrain pour rectifier petit à petit la frontière, ne serait-ce que parce que la toute première mission, celle de Broslar, le gendre de Feder d'ailleurs, et son homologue portugais de Oliveira, n'ont même pas pu arpenter ce qui allait devenir la frontière. Ils ont pu en examiner que des tout petits bouts, parce qu'en fait, les populations n'étaient pas prêtes à laisser passer cette mission. Donc en fait, on n'est pas dans des appropriations réelles
sur le terrain à cette époque-là. Et puis des missions successives qui vont rectifier les tracés au fur et à mesure qu'on découvre que finalement on avait dit que c'était tel méridien qui faisait foi, mais on pensait que telle ville était à l'ouest de tel méridien, on s'aperçoit qu'elle est à l'est ou l'inverse, donc qu'est-ce qu'on fait? On modifie, on crée un petit détour. Donc on indente de plus en plus cette frontière et puis on passe aussi à des modalités d'échange de territoire. Alors, je m'intéresse à cette toute première mission, la Broslar de Oliveira, donc qui est envoyé sur le terrain pour se rendre compte de la faisabilité du tracé tel qu'il avait été imaginé sur le papier. Les consignes étaient les suivantes: il fallait une ligne qui passait à égale distance entre deux rivières, celle-ci, le Rio Grande, et puis l'autre Rio, là dont j'ai oublié le nom. Et alors Broslar commence à dire, bon, d'abord là c'est compliqué parce qu'ici c'est très marécageux, en fait on ne peut pas passer. Et puis ensuite, vous voyez bien la difficulté d'une frontière. Bon, voilà, la consigne c'est à mi-chemin entre les deux rivières. Alors il dit, c'est un peu compliqué, peut-être qu'on peut s'arranger avec les Portugais pour que ça soit plutôt la rivière, celle-ci ou celle-là. Bon, si on leur donne plus d'un côté, on leur reprendra plus de l'autre, mais là, la chancellerie dit non, on s'en tient à la lettre du traité. Autre problème, une fois qu'ils arrivent sur place, vous voyez qu'il y a une population qui s'appelle les Nalous, qu'on retrouve ici, mais aussi ici. Alors, ils sont surtout là, mais il y en a encore un petit peu des petits établissements de l'autre côté. Qui c'est ces Nalous? Eh bien, c'est des gens qui ont signé des traités avec les Français depuis plusieurs générations, et qui disent, mais non, ils vont voir la commission, ils vont voir Broslar et ils disent, non mais nous, on ne va certainement pas accepter d'être sous la tutelle portugaise, hein. On a signé avec les Français, on a un traité, nous aussi. Bon. Et le roi des Nalous, Dina Salifou, va voir Broslar et il sort les traités. Et donc il est meilleur connaisseur que Broslar, finalement, de la relation franco-nalou. Et Broslar est tout étonné, et son premier réflexe, c'est d'écrire à son ministère de tutelle en disant « c'est quand même embêtant, on ne peut pas s'asseoir sur ces traités, sinon on n'est plus crédible. Donc j'ai promis à Dina de ne prendre avec le commissaire portugais aucun engagement de nature à compromettre ses intérêts. J'ai donc reconnu implicitement le bien fondé des revendications de notre allié. » Réponse du ministère: non, finalement, ce qui prévaut, c'est évidemment le traité entre Européens, la convention franco-portugaise, et donc les Nalous n'auront qu'à soit accepter la partition, soit, et c'est ce qui va leur être suggéré finalement, ceux qui sont du mauvais côté, ils ont le temps d'émigrer, on les accueille à bras ouverts quand ils veulent. Mais on voit déjà le conflit, et que les chefs locaux ne restent pas non plus sans voix. Ils vont au-devant de la question et voilà, et sortent leur traité. Alors, mais comme on est dans une frontière inter-impériale, là, le traité entre Européens prévaut. Dans le cas d'une frontière intra-impériale, ça peut être compliqué, même encore plus conflictuel, mais l'allure de la frontière est différente. Ici, entre Sénégal et Soudan français, le Soudan français, c'est ce qui est devenu ensuite le Mali, ça a été très compliqué à négocier entre le gouverneur du Sénégal et le commandant supérieur du Soudan français, qui était encore en train d'être conquis, qui était Archinard à cette époque-là. Les capitaines envoyés pour travailler ensemble sur la frontière ont failli en venir aux mains et se tirer dessus. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que, d'une part, la frontière est beaucoup plus indentée. Elle va suivre des baobabs, enfin des lieux, des arbres qui sont marqués d'encoches. Elle va suivre les marigots, un petit ruisseau. Elle va serpenter entre les champs qu'on appelle des lougans. Et on fait aussi attention à ce que les champs de tel village soient englobés d'un côté ou de l'autre, et que si des habitants ont des champs de l'autre côté, ils puissent continuer à les cultiver. Mais au-delà du caractère indenté de la frontière, les chefs locaux sont associés à sa construction. Ils suivent les travaux de la commission de délimitation,
parce que ce sont des alliés de la France pour des conquêtes ultérieures, et donc il faut ménager leurs intérêts. Je termine avec finalement une manière d'examiner ce qui se passe, ce qu'il advient pendant la période coloniale de ces frontières, et puis au-delà. D'abord, une frontière même tracée, sur du papier, même délimitée sur le terrain, n'empêche pas en réalité la circulation des habitants de part et d'autre. Les usages commerciaux se poursuivent. La frontière peut même être un espace d'opportunité pour des habitants frontaliers lorsqu'ils savent qu'ils peuvent vendre plus cher leurs marchandises, par exemple leur cacao, les Ivoiriens peuvent le vendre plus cher au Ghana à certains moments. Donc il peut y avoir un intérêt à habiter près de la frontière ou obtenir au contraire des ressources moins chères. Les Nigériens achètent leur pétrole, enfin leur essence au Nigeria, tant qu'ils le peuvent. Donc les populations peuvent jouer de la frontière, elles peuvent en jouer aussi pour s'éclipser et fuir l'impôt ou la visite d'administrateurs coloniaux qui viennent pour recruter des hommes ou des hommes pour le travail forcé ou pour l'armée. Et puis les relations de sociabilité familiale interfrontalière se poursuivent. Et encore aujourd'hui, il n'y a qu'à voir se poster à Lomé, à la frontière entre Togo et Ghana, pour voir des femmes passer avec des paniers sur la tête pour aller au marché de l'autre côté, des écoliers en uniforme d'école qui appartiennent à l'autre pays. Finalement, les écoliers passent d'un côté à l'autre parce qu'ils sont scolarisés éventuellement de l'autre côté. Donc, finalement, ces frontières, même linéaires, ne sont pas des frontières fermées, sauf en temps de crise. Voilà, elles deviennent à ce moment-là des enjeux. Et finalement, ce que constatent les spécialistes de l'Afrique, c'est qu'il y a eu une forme d'ancrage avec le temps de ces frontières qui, certes, sont exogènes, etc., on l'a vu, mais qui sont en quelque sorte appropriées progressivement par les États africains. Et là, je vous donne deux citations de chefs d'État de la première génération après les indépendances. Senghor qui dit « toutes les frontières sont artificielles, même en Europe ». Et Nauru, président du Nigeria, qui dit « le Nigeria est un accident d'histoire, mais comme les États-Unis, le Canada et les États d'Amérique du Sud ». Alors, c'est peut-être un peu une manière de relativiser, de manière un peu provocatrice de la part de ces chefs d'État qui, finalement, héritent d'un territoire national qui n'a pas été décidé par leur population, mais qu'ils vont revendiquer à leur tour bec et ongles parce qu'ils sont dans le processus de construction d'un État-nation. Il n'empêche que, voilà, il y a un attachement des pouvoirs au territoire et aux frontières existantes, ce que je viens de dire finalement. Comme je le suggérais aussi un peu plus tôt, les problèmes surgissent plutôt du fait de réunir plutôt que de séparer, donc de réunir des populations hétérogènes ou qui ont dans l'histoire entretenu des relations conflictuelles. Vous avez par ailleurs des États enclavés, donc qui n'ont pas d'accès à la mer, et puis des disparités côte-arrière-pays du fait de cette implantation progressive, mais d'abord, privilégiant d'abord les côtes. La plupart des grandes villes d'Afrique sont des villes portuaires, héritage colonial là aussi. Et puis ce que Marc Cote pour l'Algérie appelait le retournement de l'espace, le fait que avant la colonisation, ça ne soit pas spécialement les littoraux qui soient valorisés, et que la colonisation renverse cette hiérarchie des valeurs entre territoires côtiers, littoraux donc, et l'intérieur. Je termine juste avec quelques indications bibliographiques qui pourront vous être transmises si nécessaire. Et j'ai largement dépassé mon temps, mais je m'arrête. Je voulais juste dire sur le renversement des valeurs entre territoires côtiers et territoires de l'intérieur, ça veut dire que les territoires de l'intérieur prennent de plus en plus de valeur
C'est-à-dire que la colonisation a contribué à valoriser des littoraux qui pouvaient assez souvent être un peu désertiques ou en tout cas peu exploités parce que, je pense aux côtes de l'Afrique occidentale, les implantations pouvaient certes se faire dans les estuaires des fleuves, mais alors c'est un processus long. Dans le cas de l'Afrique occidentale, ça remonte au contact avec les Européens des XVIIe, XVIIIe siècle, qui polarise finalement les flux vers les côtes. On connaît tout ce système du renversement de la traite. La traite transsaharienne s'étiole un peu, tandis que la demande s'accroît sur les côtes et que donc les flux d'esclaves vont désormais s'orienter vers les côtes atlantiques. Et que globalement, voilà, c'est aussi le fait de l'économie coloniale qui est extractive, qui va développer des implantations, des infrastructures portuaires pour pouvoir exporter les matières premières. Et c'est ça qui finalement aussi crée des bassins d'emploi et des villes importantes sur les côtes. Voilà. Alors que voilà, si vous voulez, les grands États africains du 19e siècle ou avant, ils sont dans l'intérieur. Bonjour. Vous avez parlé à un moment donné de l'appropriation par traité avec des souverains locaux. Oui. Et je pense que j'ai pas très bien compris. Qui s'est décidé par les gouverneurs et les explorateurs sur le moment ou Alors c'est ni des gouverneurs ni des explorateurs, c'est des militaires qui se voient arroger finalement des fonctions diplomatiques, mais inutile de dire qu'ils n'ont pas vraiment étudié le droit international, donc ils savent pas très. Enfin, il n'y a pas, à part certaines compagnies de commerce qui ont des modèles, des formulaires de traités préimprimés qui font signer le même traité par tout le monde en remplissant juste les trous, indiquant la date, le signataire et le territoire concerné. Je peux vous renvoyer, je ne sais plus si je l'ai mis là, mais un article que j'ai écrit. Aussi, il y a l'article de Saadia Touval, mais j'ai aussi écrit un article sur la signature de ces traités. Est-ce que c'est des chiffons de papier? Est-ce qu'on a forcé les chefs à les signer? Est-ce qu'on les a saoulés pour obtenir la signature? Voilà, c'est un peu un cliché, là aussi, qui convient de relativiser fortement. C'est la question du consentement. En fait, on s'aperçoit que beaucoup de ces traités ont été signés après moult discussions, c'est-à-dire que les chefs réunissent leurs conseillers, ne prennent pas forcément la décision tout seuls, et examinent les mots, on leur traduit, et puis il peut y avoir des problèmes de traduction. Le mot souveraineté, par exemple, n'a pas forcément d'équivalent dans toutes les langues africaines, mais la raison pour laquelle beaucoup acceptent, c'est qu'au départ, ce sont souvent des traités dits d'amitié et de commerce, notamment les Anglais ont usé beaucoup de ces traités d'amitié et de commerce. Les Français se mettent en gros en Sénégambie dès les années 1830-40 à remplacer amitié et commerce par protectorat, ce qui est aussi un peu difficile à traduire. Mais généralement, la clause qui suit l'appellation protectorat indique vous gardez votre chef, vous gardez vos coutumes. Donc, c'est ça un protectorat, c'est la perte de la souveraineté extérieure, mais le maintien d'une souveraineté interne. Donc, le verre, il est à moitié vide ou à moitié plein, suivant que le chef considère que il reste chef et il garde finalement sa juridiction sur ses administrés, sur ses sujets. Il peut ne pas trop voir le problème, d'autant que c'était une pratique courante entre États africains que de faire allégeance en disant voilà, effectivement, je suis un État sujet, je me soumets, mais en fait, dans ces cas-là, il n'y avait pas perte de la souveraineté intérieure. Donc, le fait que les Européens, finalement, en tâtonnant dans la terminologie qu'ils emploient dans leur traité, comprennent ce qui est acceptable par les chefs africains, ce qui ne l'est pas,
introduit un certain malentendu, parce que donc, pour les Européens, protectorat, ça n'a pas tout à fait le même sens que sujétion ou assujettissement pour les chefs africains, et que ensuite les chefs africains sont comptables d'éventuels non-respect du traité. Quelquefois, on leur impose de ne pas signer de traité avec la puissance rivale. Là, il ne faut pas signer de traité avec les Britanniques, mais les Britanniques disent non, mais nous, c'est juste un traité d'amitié et de commerce, donc vous pouvez signer. Donc, à la fin, on a quelquefois des traités contradictoires entre eux. Et puis, globalement, on va, au cours de la deuxième moitié du siècle, vers des traités de plus en plus formalisés, hein, qui permettent justement de justifier les appropriations post-Berlin. Donc on va envoyer les traités aux autres, et qui vont devenir de plus en plus stéréotypés, protectorat colonial, voire annexion, pure et simple. Et au début du XXe siècle, ils deviennent à peu près caducs, dans les années 1910, 20 ou plus tard, en Sénégambie par exemple. Ils sont remplacés par un mode d'administration plus direct et avec une perte de juridiction des chefs locaux. Mais le consentement, en fait, c'est pas la vraie question, parce qu'il y a consentement pour des raisons qui tiennent aussi à la terminologie employée et à un malentendu. Voilà. Mais on est dans une diplomatie des traités qui permet d'éviter de faire la guerre quelquefois, même s'il y a des traités imposés suite à une défaite militaire, et là, c'est vraiment des termes beaucoup plus rudes, soumission, etc. Merci. Est-ce qu'il y a une troisième question? Là, puis ensuite, je passe le micro. Oui, bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. Moi, je voudrais savoir s'il y a eu des cas de litige entre les puissances coloniales par rapport à ce que vous avez dit sur les articles 34 et 36. Est-ce que ça s'est produit? Et si c'est le cas, comment ça s'est réglé? Comment ils ont utilisé les sources? Voilà. Alors ça s'est produit, oui, c'est pas des cas isolés, ça s'est produit assez souvent, mais dans ce cas-là, justement, la conférence de Berlin avait prévu de mettre en place un système de médiation. Donc un des États signataires devenait le médiateur en quelque sorte entre les deux puissances en conflit. On a des cas où il s'agissait de savoir, comme je le suggérais, qui avait signé le premier, quel était le contenu du traité. Si le premier traité c'était seulement amitié et commerce et que le second c'était protectorat, le second prévalait. Il arrivait aussi qu'on s'aperçoive que le chef qui avait signé le traité, c'était pas vraiment le chef. Bon, il bénéficiait de rivalité, dans le cadre de rivalité de clans, il était allé lui-même au-devant de tel ou tel Européen pour se faire un peu mousser et dire voilà, c'est moi le chef, donc signez avec moi. Ou alors, voilà, il y avait des clans en conflit et l'un signait et à la fin, le chef légitime démentait. Bon. Pardon. Donc, c'était des cas relativement faciles à régler, en fait. Il s'agissait de savoir quelle est l'autorité légitime, est-ce que c'est bien celle-ci qui a signé, selon les formes. Et souvent aussi, ces militaires qui allaient au-devant des gens, des chefs, pour faire signer des traités, pouvaient prendre leurs précautions en se disant il faut que pas seulement le chef mais tout son entourage, ses conseillers, les responsables religieux également signent. Donc on a souvent toute une série de signatures. Et puis il pouvait arriver aussi qu'on arrive dans des régions où il n'y a pas vraiment de chef. On est dans des sociétés sans État mais enfin plus, disons, lignagères ou plus organisation moins hiérarchique. Et là, il fallait quand même trouver un chef pour faire signer le traité. Il arrivait que les populations rusent et présentent quelqu'un qui n'est pas le vrai chef. Comme ça, on est engagé à rien. Si c'est le vrai chef qui signe, on est obligé de respecter. Mais voilà, en Casamance, par exemple, où c'est des sortes de maîtres de la terre qui ont un poids religieux aussi, on s'est bien gardé de dévoiler aux Français qui était le vrai maître de la terre, le vrai chef, qu'on reconnaissait, et on a présenté des hommes de paille pour signer. Bon. Donc voilà, il y a aussi des ruses de l'autre côté.
Moi, j'avais juste une question. Vous disiez tout à l'heure que Je vois pas qui est. après la... Ah ouais, voilà. Enfin, si j'ai bien compris votre propos, vous disiez tout à l'heure qu'après la colonisation, les États nés de l'indépendance se sont retrouvés finalement avec des frontières qui étaient plus problématiques parce que les populations qu'elles rassemblaient que celles qu'elles divisaient. Et en fait, est-ce... Oui. Du coup, ma question, c'est est-ce que les administrateurs coloniaux eux-mêmes, avant l'indépendance, ont été amenés à se faire ce genre de réflexion en disant finalement on a créé un territoire avec des populations qui n'ont pas beaucoup de points communs et les faire cohabiter dans un cadre nouveau, c'est problématique. Et si oui, dans quel territoire en particulier la question se pose? Alors, non, ils ont été amenés en revanche à se poser la question des populations divisées. Et dans les frontières intercoloniales, on voit des remaniements. Par exemple, la Haute-Volta a pas mal de fois changé de frontière, elle a même disparu à certains moments. Mais les administrateurs entre Haute-Volta et Guinée ou d'autres régions ont pu modifier un peu les frontières pour satisfaire des demandes locales, disant bon, bah, nous, on était ensemble avant la colonisation, on veut le rester, on est une entité, tel et tel village, ça fait partie de tel ancien royaume. Et donc, pour avoir la paix aussi, et parce que c'était beaucoup plus facile de modifier des frontières intra-impériales qu'inter-impériales, ils ont pu le faire. Dans les frontières inter-impériales, c'est plus compliqué. Oui, globalement, c'est plus d'être réunis que d'être séparés qui a posé problème, même si des séparations assez connues ont pu être, sont toujours source de revendications. J'ai évoqué le peuple Ewe entre le Ghana et le Togo. À l'indépendance, les Ewe du Ghana, qui sont indépendants un peu plus tôt que ceux du Togo, essayent de faire prévaloir leurs anciens traités qui montrent qu'ils étaient une entité allant de là à là pour se réunir en fait. Bon, ça ne marche pas. Donc, il y a encore des Ewe des deux côtés. Mais comme il y a des Peuls du Sénégal jusqu'au Cameroun, et il y a eu des États à dominance Peul, mais sans que... Enfin, mais c'était des États multi-ethniques. Donc, voilà. Une dernière question. Je vais passer le micro. Merci. Vous parlez d'intégration régionale, c'était à la fin de la conclusion, il y avait une point d'interrogation, et justement, la problématique des fédérations qui, en Afrique, certaines essayent de se mettre en place, et c'est des échecs à chaque fois. Bon, alors oui, effectivement, c'est un peu compliqué, et ça rencontre des dissensions liées à des égos politiques. Bon, je pense à Houphouët-Boigny en particulier, qui a un peu torpillé une fédération du Mali qui aurait dû être beaucoup plus large au départ, et il a réussi à en faire extraire la Haute-Volta, le Niger, enfin d'autres comparses, parce qu'il voulait, voilà, contre l'idée de Senghor qui avait redouté la balkanisation de l'Afrique. Houphouët, lui, considérait que si on faisait une grande entité dans les frontières de l'AOF, eh bien, la Côte d'Ivoire allait être la vache à lait de la fédération, et parce qu'elle était le pays économiquement le plus riche à ce moment-là, et donc elle allait payer pour les autres, et c'est ce qu'il veut éviter. Oui, alors ces intégrations régionales, disons que les géographes disent ça serait bien qu'il y ait plus d'intégration régionale, mais en réalité on ne voit pas vraiment apparaître, et l'OUA a pu être décevante aussi à cet égard. Merci.